Leader avec Sens, le podcast des fondateurs qui veulent diriger avec sens. Je suis Déborah, coach en leadership. Je guide les fondateurs en phase de croissance dans l'alignement de leur leadership et leur équipe sur une vision et des valeurs fortes. Mes invités et moi te partagerons des clés pour garder le cap pendant ta phase de scale. À tout de suite. Hello awesome people. Aujourd'hui, j'accueille Ludovic Bord, le cofondateur et directeur général d'Arena Metrics. Bonjour Ludovic, comment vas-tu? Salut Déborah, avec grand plaisir, merci pour ton accueil et ça va très bien. Je me réjouis de partager ces temps avec toi. Merci, moi aussi, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec toi. Dès l'obtention de ton master à HEC, tu t'es lancé directement dans l'entrepreneuriat. Cela fait 12 ans que tu diriges Arena Metrics. Arena Metrics, c'est quoi? C'est une start-up, une SaaS en B2B, une société de CRM créée en 2013. Elle compte aujourd'hui 60 salariés. Vous travaillez exclusivement pour des structures culturelles et sportives. Arena Metrics est un outil qui permet de faire des analyses fines des publics et de mettre en place des stratégies marketing innovantes. C'est la première solution de centralisation automatique des données et vous êtes les leaders sur le marché français. Est-ce que j'ai tout dit? Non, exactement. T'as dit les choses principales. C'est une société que j'ai pas fondée tout seul. C'est une société que j'ai co-créée et créée avec un ami d'école, en fait, qui est toujours mon cofondateur, et notre relation et sa stabilité et le plaisir qu'on a à travailler ensemble fait vraiment partie des piliers et des fondements de la valeur et de la force d'Arena Metrics aujourd'hui. D'accord. Bon, tu nous as parlé du cofondateur en substance quelque part. Donc là, je pense que tu vas pouvoir étayer, développer tout ça. Raconte-nous un peu l'histoire d'Arena Metrics. Ouais, avec grand plaisir. Donc on s'est lancé avec mon associé Kevin en sortie d'école de commerce. Les 3 piliers d'Arena Metrics dans notre construction, le premier c'est la donnée, puisqu'on a été formé en école d'ingénieur à travailler sur les données. Le deuxième pilier, c'est le sport et la culture. C'est des marchés qui nous passionnent. On trouve que c'est des marchés qui ont comme produit vraiment l'émotionnel. Ils ont tendance à accueillir des gens dans un lieu pour leur faire vivre des émotions. Et on est dans une société qui a tellement de difficultés aujourd'hui qu'on aime beaucoup soutenir les gens qui apportent des émotions positives aux autres. Et c'est vraiment dans cette démarche qu'on a créé cette société. Le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le scale, la croissance. C'est qu'Arena Metrics soit une histoire où on puisse prendre des risques volontairement pour vivre l'expérience de la croissance ou de la croissance forte. Donc ça a amené pas mal de choix de l'histoire de la boîte qui ont été des choix et qui n'ont pas été forcément du tout imposés. On a eu recours à des investisseurs, on a ouvert différents pays, différents bureaux, différents produits dans différentes zones. Tout ça pour l'expérience de la croissance et de tout le déséquilibre que ça amène. Et on a beaucoup continué à apprendre beaucoup autour de ces 3 piliers qui sont un peu les fondements d'Arena Metrics, auxquels s'ajoutent des valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur, la combativité. On n'est pas des entrepreneurs brillants, je dirais qu'on est des entrepreneurs résilients sur un marché qui est pas facile, qui a été fortement mis à mal par le Covid, et où toutes les institutions culturelles et sportives étaient fermées pendant 18 mois. Donc ça a été quelque chose de pas évident pour notre industrie. Et donc, je dirais que l'histoire d'Arena Metrics, c'est une somme de moments de combativité. Et notre équipe, on souhaite avant tout que ce soit des gens qui aient l'entrepreneuriat dans l'âme, qui aussi aient ce fighting spirit qui soit très présent dans leur motivation. Waouh! Dans tout ça, j'aimerais comprendre un peu le secret qui t'a amené à scaler, parce que ça fait quand même 12 ans. Ouais, alors exactement, je dirais que c'est un long chemin. C'est pas fini parce que on s'éclate beaucoup dans cette boîte, donc on a tendance à se projeter à long terme chez Arena Metrics. On est passé par plusieurs étapes et ce scale, je dirais qu'il a amené aussi des transformations assez fortes dans la manière avec laquelle on a géré notre équipe, le rôle qu'on a joué dans cette société. Donc au début, t'as 3 employés, donc tu es très, très opérationnel. Tu es toi-même très acteur dans la production du logiciel, dans la commercialisation du logiciel, dans le financement de la société. Et puis, cette phase de scale, c'est aussi bien une première phase initiale de préparation,
Comment est-ce que tu construis les fondamentaux de ta société, notamment ta technologie, pour que tu sois capable de faire fois 1000 dans les années qui viennent. Donc ça amène des choix qui sont pas forcément logiques à court terme. Se dire je privilégie le long terme en misant en tout sur la possibilité d'être une société qui fait 100 000 employés et donc l'équivalent en clients. Donc ça, c'est des premiers choix qui sont pas forcément intuitifs. Et puis le deuxième élément, c'est comment est-ce que tu acceptes un changement dans ton rôle et dans ta position dans la société. Heu et progressivement, la notion de délégation qui est assez classique dans les échanges autour de l'entrepreneuriat, c'est accepter que les choses soient moins bien faites que toi, à court terme, et d'investir pour avoir un effet multiplicateur sur la société et pas un effet additionnel. Et donc avec Kevin, progressivement, on a dû lâcher des responsabilités en les mettant à disposition d'employés qu'on a recrutés, motivés, fidélisés pour leur donner un impact considérable sur la société. Moi, j'aime bien dire à mes équipes que mon rôle principal, c'est de devenir inutile. C'est de dire comment est-ce que la société, elle continue, même si je suis à l'étranger en vacances, en train d'avoir un projet complètement lunaire pour Arenametrics, et pour que la société continue à faire sa croissance, stabiliser sa base client, satisfaire ses principaux partenaires, sans l'action, entre guillemets, miraculeuse des fondateurs qui peuvent sauver telle et telle situation. Et ça, c'est difficile parce que forcément, de par l'historique, de par la connaissance, de par le fait qu'on a ce projet dans notre ADN, transmettre ce projet à d'autres qui l'ont pas cofondé, ça prend du temps. C'est de la confiance, de la prise de hauteur et du lâcher prise sur la qualité à court terme pour privilégier le scale à long terme, comme tu le citais. Mmh. Bah, justement, en fait, j'aimerais revenir sur ce que tu partageais parce que j'aimerais savoir ce que ça a changé pour toi en tant que leader et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Tu sais, quand tu passes de l'opérationnel au positionnement pleinement de leader, de cofondateur, de directeur général, qui est ton rôle? Alors, je dirais que chez Arenametrics, sur ça, on a une culture d'équipe de rugby qui est assez particulière. C'est-à-dire que, bien sûr, on a pris des rôles qui sont plus stratégiques, qui consistent à donner la vision, qui consistent à répéter la vision et la répéter encore et encore. Puisque c'est donner le cap et aligner les efforts. Par exemple, depuis quelques mois, on a mis en place un système qui s'appelle les OKR, qui est assez classique dans le monde des scale-up, où il y a pour objectif de donner des des indicateurs précis de performance à chacune des équipes pour aligner les efforts, pour qu'il n'y ait pas une équipe qui tire dans un sens et une autre dans l'autre. Donc, on donne les objectifs principaux. Ça amène la nécessité de choisir, de prioriser. Et ça, je dirais que c'est extrêmement difficile parce que tu as envie de servir des clients qui sont très variés, qui t'intéressent tous, mais qui n'ont pas exactement les mêmes besoins. Et donc, la nécessité du scale, c'est de se dire, en fait, je vais prioriser la masse plutôt que prioriser les cas particuliers. Et donc, c'est être capable de dire non à un client. C'est de lui dire, en fait, c'est très intéressant, mais en fait, je pourrais pas servir ces choses-là pour toi parce que si je le fais pour toi de manière particulière, en fait, je pourrais pas le faire pour les autres. Et donc, c'est faire des choix dans ton orientation, dans ce qu'on appelle la roadmap produit, c'est-à-dire le planning de développement des fonctionnalités qu'on veut avoir sur le produit. Donc, le premier point, qui est difficile, c'est de dire non à certains pour peut-être dire oui à de plus nombreux demain. Voilà, ça, c'est vraiment les choix autour du scale. Et puis, dans le rôle, je trouve que et ce qui est difficile aussi, c'est d'accepter, comme je le disais précédemment, que le travail puisse être fait de manière différente par quelqu'un d'autre à court terme et pour autant se dire que, la société et le projet qu'on a, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc si moi, je fais les choses demain et que c'est grâce à moi, individu, que la société, grandit, on n'a pas réussi scale et le fait de proposer une solution à un nombre, à un marché global. Et je dirais que ça, c'est un point très important. Après, dans la culture d'Arenametrics, dans cette équipe de rugby qu'on a à cœur de construire en interne, dans l'état d'esprit, je dirais que le point le plus important, c'est qu'on continue à être très opérationnel dans certaines tâches. Chez Arenametrics, l'état d'esprit, c'est que c'est pas parce que tu es fondateur, tu es directeur, tu es manager, que tu fais de la stratégie, que tu fais pas des tâches opérationnelles. Et ça, c'est un ADN qui est propre à Arenametrics. Donc, moi, je nettoie la base de données de manière hebdomadaire. Je fais du travail de junior en tant que fondateur pour continuer à avoir la compréhension des besoins du terrain et puis aussi parce que c'est un peu l'état d'esprit de la société que chacun fait le travail un peu, difficile, galère et que comme ça, on soude les liens, qui nous unissent. D'accord. Donc quelque part, en fait, le fait de faire ces tâches-là te permet d'avoir vraiment une meilleure compréhension du terrain, de toujours rester rattaché
et pas regarder que les choses de haut. Souvent, ce qu'on entend sur le terrain, c'est que souvent, quand on est un fondateur ou DG, il y a une distance telle que parfois on demande des choses qui sont pas réalisables et du coup, je trouve ça très intéressant. C'est un peu un contre-pied à ce qui pourrait être, partagé, dans l'air du temps. Ouais, bien sûr et puis je rajoute aussi encore une fois le fait qu'il y a pas de rockstar chez Analytics, il y a pas de passe droit. C'est pas parce que, tu es un senior, c'est pas parce que tu es fondateur que tu pars. Ce sont pas aux tâches difficiles. Il y a aussi une notion d'effort et les tâches galères, en fait, elles sont réparties. Il y a pas que les juniors qui font les tâches galères, en fait. C'est tout le monde participe à l'équilibre des tâches et ça, c'est l'idée de montrer l'exemple. C'est ce que il peut y avoir dans une équipe de rugby, dans la mêlée, il y a pas que les avants qui se prennent des coups. Il faut que toute l'équipe participe à pousser dans la même direction. C'est vraiment, une métaphore qu'on utilise beaucoup chez Ryanametrics parce que ça fait partie des valeurs du groupe. D'accord. Donc en quelque part, c'est incarner, ses valeurs. Alors, je crois qu'on en a parlé un petit peu. Alors, quels ont été les leviers, justement, qui t'ont permis de scaler? De tes leviers en matière de leadership? Alors quels ont été les leviers? Je dirais qu'un des premiers éléments qui est assez technique, c'est l'utilisation de plateformes, outils en interne pour être capable de mesurer, la performance des équipes. Donc de plus en plus, en fait, le choix de notre, colonne vertébrale, numérique ou digitale chez Parametrics, les outils de gestion de la paye, les outils, de gestion des données, les clients, les outils de gestion des clients eux-mêmes, les outils de suivi de ce qu'on appelle le go-to-market, donc la manière de rentrer dans un nouveau marché. Le choix de ces outils et de leurs interactions, rend, l'entreprise, capable de centraliser les informations et donc de mesurer la performance et d'avoir des prises de décision éclairées qui soient mises en place à travers les données et pas seulement émotionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans une phase de scale. Donc je dirais que les outils, font vraiment partie de ces éléments qui nous ont permis de changer aussi de posture et d'avoir une mesure de la performance qui soit plus objective. Ensuite, un autre élément qui me paraît important, c'est dans le rôle du leader dans cette phase de scale, c'est la nécessité qu'on a de dessiner l'organigramme des 12 prochains mois, en temps réel. C'est-à-dire qu'un de mes rôles en tant que fondateur et visionnaire autour du projet Arianemetrics, c'est de pouvoir, envisager l'évolution de mon organigramme, qui sont donc des personnes humaines, qui ont certaines ambitions, qui ont certaines peurs et d'essayer de comprendre, de sélectionner comme un entraîneur de foot, en fait, de sélectionner les bonnes personnes, de les placer aux bons endroits en fonction de leurs envies, de leurs, possibilités, de leur énergie, de leur potentiel. Et donc, c'est un deuxième rôle, que je vois dans le leader dans cette phase de skate, c'est placer les personnes aux bons endroits où ils se sentent en zone de génie, pour pouvoir exprimer au maximum leur potentiel, et leur donner des perspectives de carrière, qui soient les plus intéressantes, excitantes en fonction de leurs ambitions. Donc, les outils, effectivement. Le deuxième point, c'est l'organigramme et puis le troisième point, c'est et j'insiste beaucoup sur ça, sur les valeurs. On rabâche, on répète beaucoup et on travaille beaucoup les valeurs parce que c'est ce qui unit cette équipe-là dans des phases de déséquilibre où on rachète des nouvelles sociétés, on change de langue de travail, on ouvre des nouveaux bureaux, il y a des nouveaux types de profils qui arrivent et dans ce cadre-là, effectivement, le sens et les valeurs qui nous relient tous autour de ce projet commun, elles sont très importantes à être communiquées, mais aussi, co-construites avec les équipes pour les faire évoluer en fonction de la croissance de la société. Mmh, d'accord. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est qu'il y a à la fois du pragmatisme et du conceptuel. Et c'est très important parce que souvent, quand on parle de vision, de valeur, les personnes ont l'impression il s'agit que d'un discours ou comme on voit en communication ou autre et ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est qu'il y a vraiment des, mises en œuvre très, pratiques. Mmh. Après, on n'est pas parfait, loin de là et on est vraiment en cours de travail sur ces sujets. Il y a toujours plus d'efforts qui doivent être faits pour qu'on puisse être, employee centric, c'est-à-dire, centré sur les employés et sur leur manière, de l'écoute de l'employé, des employés, pour driver la société dans le futur, mais aussi customer centric, écouter beaucoup les clients. Et en fait, ce rôle de leader, c'est aussi un rôle qui a besoin d'écouter beaucoup. Et voilà, c'est des progrès, sur lesquels on est en cours. On n'est pas parfait, loin de là. Et donc, on a encore du travail sur ce sujet. Alors, dis-moi, hem, justement, en parlant de travail, quand tu repenses justement à vos débuts, quel
était en fait la culture implicite de l'équipe? Est-ce que tu te rappelles de ces actions, de ces manières de faire qui étaient pas forcément expliquées, mais voilà, vécues? Ouais, c'était assez relié, en fait, à notre marché, au monde du sport. Donc, en fait, on a recruté au début des passionnés de sport, puisqu'on a commencé sur ce marché-là. Donc, on travaillait ensemble la journée, on regardait des matchs le soir. C'était un peu cet ADN de groupe de copains qui veulent, être présents sur un marché sans forcément savoir ce qu'ils veulent vendre, mais qui sont fans et aimeraient avoir dans leurs clients, les, clubs et institutions sportives, dont ils sont fans. Donc ça a été vraiment cet état d'esprit et qui reste aujourd'hui assez présent de la combativité et d'un ADN commun autour de la passion pour ce marché. Parce que c'est un marché, c'est pas le marché le plus facile, c'est le marché qui est très éclaté et sur lequel la culture du digital et du numérique est pas extrêmement aboutie. Et donc, pour accepter les difficultés de travailler sur ce marché, on a eu besoin depuis le début d'avoir cette culture ouais, je dirais de l'entraide, d'un groupe de copains pas très structuré avec quelques stagiaires au milieu, qui viennent rejoindre une aventure qui est un peu en ébullition, où on sait pas trop dans quelle direction on va, mais il y a une créativité qui est très forte et c'est vrai que c'est classique, hein, dans le monde du scale et de la croissance, mais certains dirigeants, vont préférer les premières années, par exemple. Certains dirigeants ont un profil qui correspond plus aux 1-10 employés, disons. Puis d'autres vont beaucoup aimer le 10-30, d'autres vont beaucoup aimer le 30-100 et d'autres le 100 000, si certains arrivent à le vivre. Mais voilà, nous, c'est vrai que parfois, on regarde avec un peu de nostalgie aussi ces années du début où il y a pas de process, pas de structuration, pas de KPI, pas d'indicateurs précis, mais cette énergie commune. Et notre défi aujourd'hui, c'est de conserver cet ADN tout en ayant une structuration plus aboutie. Et donc, le RNA Matrix du début, c'est vraiment une bande de copains dans un garage, un peu le mythe Silicon Valley. On l'a vécu un peu de notre côté également, en sortie d'école, dans un monde où les startups en 2013 étaient encore en France pas très représentées. Et alors le SaaS et le logiciel encore moins. Et donc, c'est une période qui semble proche et en même temps assez lointaine dans ouais, l'émulation autour de l'écosystème des startups qu'on peut observer aujourd'hui. OK. Alors justement, explique-nous comment vous avez formalisé vos valeurs, notamment cette grosse camaraderie et cette passion pour le sport? Et ces valeurs, alors on les a déjà essayé de les formaliser et c'est finalement quelque chose, un travail qu'on n'a pas fait il y a extrêmement longtemps, je dirais il y a 3-4 ans avec mon associé. Au moment où, en étant assez sensible à la rencontre avec des fondateurs, et aussi des DRH de start-up scale-up, on s'est rendu compte de l'importance de la formalisation. Ce qui était pas évident pour nous depuis le début, et ce qui était sans doute pas indispensable sur les 10 premiers employés, on va dire. Heu, mais il y a 3-4 ans, on a fait ce travail avec Kevin de se dire en fait, quel est notre ADN? Parce que étant donné qu'on est là sur le long terme, il faut que les valeurs d'Arnaxis correspondent à notre ADN personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est, en général, assez difficile à changer. Donc, on a essayé de mettre des mots sur cet ADN et sur les choses sur lesquelles on se réalise en tant qu'entrepreneur et leader. Et donc, on a essayé de faire cet effort de mettre sur le papier. Puis après, il y a eu vraiment la phase de partage et de co-construction avec l'équipe, et notamment avec les directeurs principaux, et de voir cet ADN, ces valeurs correspondaient à ce que eux ils sont. Finalement, on avait recruté des gens qui, dans une certaine partie, nous ressemblent à certains égards. Et puis à d'autres égards, sont assez différents. Nous, on a des ADN plutôt fonceurs, à tenter beaucoup de choses, à itérer assez vite, à aimer le déséquilibre, alors que d'autres dans notre codir ont un ADN qui est plus équilibré et c'est ce qui contribue aussi à notre complémentarité aujourd'hui. Mais cette co-construction des valeurs, elle est importante. Puis on a une stratégie aussi d'acquérir des nouvelles boîtes et à chaque acquisition de nouvelles boîtes, il est important et c'est ce qu'on va faire là, en fin d'année pour une société qu'on a achetée cet été, et de reco-construire les valeurs pour vérifier que ces valeurs-là sont conjointes et pas seulement portées par le noyau initial. Ça, c'est une clé, hein, en entretien. Une fois la validation technique réalisée, on passe beaucoup de temps à vérifier l'adhésion aux valeurs des personnes pour vérifier que d'un côté comme de l'autre, il n'y aura pas de désillusion autour des motivations autour de la vie professionnelle. Intéressant, c'était intéressant. Parce que, bien souvent, en fait, de mon temps, ça me rajeunit pas,
c'est que lorsque j'étais chargée de communication, souvent on écrivait des valeurs, tout ça et ce qui est très important, mais c'est vrai que souvent on vivait aussi il y a un décalage et dans ce que tu partages, ce qui est intéressant, c'est que c'est, s'intéresser à vraiment comment, l'équipe vit les valeurs. Est-ce que ça lui correspond vraiment? Et je trouve que c'est un rapport quand même assez équilibré. Alors, est-ce que tu pourrais, nous expliquer comment vous avez fait pour garder la cohésion alors que l'équipe s'agrandit rapidement? C'est quand on est en phase de scale notamment. Alors, on a essayé de garder la cohésion. Je ne sais pas si on a tout le temps réussi, mais ça fait partie de nos priorités. Les valeurs sont la colonne vertébrale. La profession de foi, donc la motivation pour notre marché. Pourquoi est-ce qu'on travaille pour ce marché-là? Qu'est-ce qu'on croit? Quelle est notre thèse sur ce marché-là? Et donc ça, c'est vraiment le why qui est assez classique dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce qu'on développe ce logiciel pour cette industrie? Et quel est le monde auquel on croit pour le monde du sport et de la culture? Et donc, ça renforce la cohésion parce qu'on a une mission commune. Au-delà d'avoir des valeurs communes, on a une mission commune et on a une thèse commune autour de l'évolution et de l'apport pour l'équilibre humain, du sport et de la culture. Donc ça a été très important. Après, heu, en commençant à travailler cross-border avec des sociétés à l'étranger, des personnes à l'étranger, la cohésion a été renforcée aussi par la manière avec laquelle on exprime, chacun ses habitudes culturelles. Alors typiquement, par exemple, on travaille avec des Néerlandais, pause déj pour les Néerlandais, c'est un sandwich, sur son desk. Pour des Français, pour nous, c'est, quasiment un repas en équipe, on fait une vraie pause d'1 heure. Ce type de discussion où finalement chacun a exprimé ses habitudes de travail, ça renforce la cohésion parce qu'on comprend mieux son collègue, on comprend mieux ses attentes, on comprend mieux ses frustrations, on comprend mieux pourquoi une réunion, fixée à 18h30 dans l'agenda d'un employé néerlandais, bah, ça passe, pas trop, parce qu'il a l'habitude de finir plus tôt et de commencer plus tôt également. Donc on est vraiment dans cette compréhension de la différence avec l'autre. Comment est-ce que l'autre a l'habitude de vivre et comment est-ce qu'on peut s'adapter ou au moins comprendre comment il vit son quotidien. Donc ça, c'est très important, notamment pour du scale international, parce que si on peut avoir des sociétés qui ont de la forte croissance en France, qui restent franco-françaises, mais l'anglais est la langue principale d'Arenametrics. Et donc, on doit de plus en plus s'adapter. Bien sûr, on réunit la majorité de l'équipe tous les mois pour une réunion mensuelle d'inspiration, de mise à jour de la vision, des chiffres. Ça participe aussi beaucoup à la cohésion, de rassembler les personnes en présentiel à l'ère du distanciel. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et puis, plein de moments de team building et autres qui rassemblent les gens autour de leur passion. Donc, on a, par exemple, plusieurs personnes qui ont fait des semi-marathons, des marathons ensemble, des gens qui participent, qui font du futsal toutes les semaines ensemble, des gens qui vont au théâtre ensemble, différents clubs dans la société autour des passions de chacune des personnes. D'accord. Donc finalement, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute, des actions. Je pense qu'on peut beaucoup progresser encore. On peut encore beaucoup progresser, on est loin de là, pas parfait sur ces aspects-là. On a essayé depuis 3-4 ans on a pris conscience de l'importance du sujet, ce qui n'était pas forcément notre cas avec Kevin au début. Et puis on a pris conscience aussi de l'importance d'avoir une personne, un DRH qui s'occupe de ça à temps plein, au moins à mi-temps, pour être capable de mettre beaucoup d'énergie dans le bien-être des employés et faire que, ils puissent, se projeter à long terme dans la société. On n'est pas un club de vacances pour autant. Il y a des objectifs, il y a, une forme de pression dans le déséquilibre et les ambitions qu'on donne. Mais pour autant, je pense que travailler chez Arenametrics a plusieurs avantages, notamment pour les personnes qui aiment ces industries, du sport et de la culture. D'accord. Alors, as-tu un mot d'encouragement pour finir et encourager tout simplement les fondateurs qui sont en train de scaler ou qui sont dans cette phase-là un peu, tu sais, que tu as vécu toi-même? Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin? Ouais, bien sûr. Alors dans les médias et dans les sociétés, autour du scale, on montre beaucoup, on parle beaucoup des licornes, des décacornes, des grosses sociétés qui réussissent à scaler. Elles prennent beaucoup de place dans le paysage médiatique. Et la majorité des entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui ont gagné leur place avec le temps. Et donc moi, j'aurais tendance à dire que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, si tu es dans cette phase de scale et tu trouves que c'est difficile de cranter la croissance, j'aurais vraiment tendance à encourager la résilience, à renforcer le lien que tu as avec tes associés, parce que c'est les fondements de ta famille entrepreneuriale, et de pouvoir vraiment donner le temps au temps dans une société où tout va vite. Je pense que les plus belles sociétés qui se construisent aujourd'hui, sont les sociétés qui sont construites dans la durée, avec une équipe de management et de cofondateurs stables,
et qui ont appris dans la douleur certaines phases. Nous, on a vécu des phases où on ne pouvait plus payer les employés, on a vécu des galères de ce type-là. Et en fait, ça forge un caractère, une unité qu'on retrouve dans une équipe de rugby sur des matchs difficiles. Et donc, j'encourage vraiment la résilience entrepreneuriale. C'est un conseil qui arrive souvent dans les discussions autour des entrepreneurs. Et je pense dans cette phase de scale, on peut attendre un peu trop vite l'accélération et la structuration, mais investis dans ta structuration et dans ta résilience pour que à long terme, il en reste des relations qui soient durables. Merci beaucoup Ludovic et à Merci. bientôt. Merci pour ton écoute. À bientôt. Si le podcast t'a inspiré ou boosté, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la description. À très vite!